1915. Suite à la bataille de l'Isère où le capitaine Cunin s'est illustré aux côtés de la 4e et de la 5e batterie, les Allemands tentent de s'attaquer à un nouveau front, Ypres, défendu par les Anglais et les Canadiens. En Argonne, ils sont bien installés et défendent d'arrache-pied le terrain conquis. Le 12 janvier 1915, le 61e régiment d'artillerie de campagne est envoyé avec toute la 42e division d'infanterie dans le secteur de l'Argonne. La guerre de position est déjà bien entamée et rend l'usage du 75 très délicat. Les obus tirés en tir tendu explosent contre les arbres, protégeant ainsi les troupes qu'ils avaient prises pour cible. Début février, la 5e batterie se trouve dans le secteur de Saint-Hubert, à l'est de Vienne-la-Ville. Elle a pour mission de bombarder le fond du ravin de Mortier pour détruire les gourbies allemands qui s'y trouvent et d'appuyer l'infanterie en cas d'attaque. Le manque de munitions et la violence des bombardements l'empêchent trop souvent de livrer bataille comme elle sait le faire. Le capitaine Cunin doit justifier chaque action de feu. Pendant ce temps, l'artillerie allemande, elle, bombarde copieusement les lignes françaises. Le 28 février, un coup de 105 détruit l'abri de la 2e pièce. Début mars, les canons allemands se taisent. Des deux côtés, le manque de munitions permet aux deux camps de souffler un peu. Les pièces sont fatiguées et les accidents sont de plus en plus fréquents, à l'image de cette pièce de la 4e batterie, qui éclate et tue un maréchal des logis le 31 mars. En avril 1915, le régiment perçoit une nouvelle dotation d'uniforme bleu horizon. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Les canonniers panachent leur tenue, se dotent de solides pantalons de velours et adoptent des couvre-chefs variés. Nos tenues noires, qui sont à l'origine de notre surnom, partent à la réforme. Le drap a l'air solide, et les hommes de la batterie passent un à un devant un malheureux sous-officier à qui j'ai donné la lourde tâche de faire pour le mieux. Il distribue les tenues, souvent trop petites ou trop grandes, à l'ensemble des canonniers. Ainsi habillé de neuf, il pose devant l'opérateur cinématographique, venu spécialement de Verdun. Il chahute, joue les bellâtres ou les simplets, devant l'objectif, puis se lasse et se remet à la tâche en poursuivant l'observation de l'ennemi qui construit de plus en plus d'ouvrages défensifs dans le secteur. On nous en demande toujours plus. Nous devons fréquemment consolider la tranchée et les épaulements. En face, l'ennemi fait la même chose et se tient tranquille. J'en profite pour faire de l'ordre dans mes papiers et écrire des lettres. Le maréchal des logis Richard est revenu de convalescence avec le grade d'aspirant. Il part ce matin rejoindre la 3e. Quant à moi, je vais devoir quitter ma cave, mon abri à proximité des pièces étant terminé. Présentez. Ce matin, 8 avril, le colonel est passé remettre quelques décorations. Les hommes bombent le torse dans leurs nouveaux uniformes. Pas un seul n'est habillé pareil. Le chef de corps fait semblant de ne pas voir. À son arrivée, un obus de 121 a explosé à l'entrée de l'un des abris, heureusement inoccupé. Le colonel repart le plus rapidement possible. 18 avril, nouvel accident. Aidez-moi. Mon lieutenant, c'est Martin. Posez-le là. J'ai mal, aidez-moi, j'ai mal. Martin avait 22 ans. Il était au service de la batterie depuis le début. Il venait de rejoindre les hommes déjà trop nombreux, morts en héros pour la France. En réalité, Martin rendit les clés dans un trou sordide de l'Argonne, sous le regard de ses camarades, impuissants, parce qu'un obus de mauvaise facture avait explosé au moment de la fermeture de la culasse et avait irrémédiablement endommagé la pièce et tué 2 servants. La guerre prélevait son tribut, et ce, de plus en plus souvent. Ma chère maman, le 24 avril, nous avons tiré toute la journée pour appuyer une attaque de l'infanterie du côté de Blanc-L'Œil. Très vite, l'artillerie allemande a riposté et nous a arrosé avec du 155 et du 120. Tu n'imagines même pas le bruit que ça a fait. Un camarade assis à côté de moi a perdu la tête et s'est mis à courir dans tous les sens. On ne l'a pas revu. Tous les jours, les Allemands nous envoient des obus de tous les calibres. Le 27, un fusil de 77 est venu taper la jaquette de ma pièce. Dieu merci, personne n'a été touché. Hier, lors d'un échange violent avec les Boches, le petit Lefage a été blessé par un obus. Le lieutenant m'a désigné pour le mener au poste de secours.
Là-bas, j'ai discuté avec des chasseurs du 19. Ils sont en train de creuser sous les tranchées, ils sont en train de les miner. Ils ont la trouille. Les Boches n'arrêtent pas de creuser. Ils parlent des gaz. Martin a été tué le mois dernier, et maintenant, le Falch qui s'en va. Le 9 mai, une mine explose. On dénombre plus de 130 disparus chez les chasseurs du 19. 3 officiers manquent à l'appel. Durant tout le mois de mai, Allemands et Français se livrent à un véritable duel d'artillerie. Des coloniaux remplacent le 19e bataillon de chasseurs à pied et subissent de lourdes pertes. Les artilleurs du 61 sont survolés quotidiennement par un avion qui guide les tirs allemands. Le 5 juin, une mine explose non loin du poste d'écoute de la batterie. Les Allemands attaquent le four de Paris, au sud du ravin du Mortier. L'eau commence à manquer aux fontaines des environs. Les chevaux tombent d'épuisement. Cinquième batterie. Oui, mais respect, mon commandant. Oui, non. Mon commandant, Oui, mon commandant. 16 juin. J'ai déjà expliqué Je ça. suis littéralement harcelé par l'infanterie qui demande des tirs de toutes sortes pour calmer ceux d'en face. Un commandant me hurle des ordres au téléphone. Je tente de lui expliquer que je n'ai plus que 2 pièces, que les munitions manquent, qu'il me faut des coordonnées. Rien n'y fait. Allez tout de suite me chercher le lieutenant. À votre ordre, capitaine. La fusillade redouble et le lieutenant, malgré ses efforts, s'expose au danger inutilement. La fumée qui recouvre le champ de bataille est si dense qu'elle ne nous permet pas d'avoir une vue suffisamment claire pour opérer un tir de contre-batterie. L'observatoire en avant ne répond plus au téléphone. La canonnade s'intensifie, les hommes s'impatientent et râlent, mais ils restent auprès de leurs pièces. Canonnier, à vos pièces. À vos pièces. 20 juin. Violente canonnade à Bagatelle et Blanc-l'œil. Le Boche attaque à coups de grenade, de pétards et de gaz asphyxiant. Les gaz envahissent rapidement la tranchée qui flanque les épaulements des pièces. Les hommes qui étaient au repos s'y retrouvent piégés. On y voit gouttes, et le plus simple est de ne pas bouger. Le gaz s'obstine à stagner dans le boyau. Il y a plusieurs canonniers qui toussent et vomissent jusqu'au sol. C'est le jus les gars. Les soldats du 112e régiment d'infanterie, désorientés et pour la plupart salement amochés, nous tombent dessus. Les sous-officiers font un tri sommaire, renvoient les fuyards et guident les moribonds. La première ligne du 112 est enfoncée et reprise par une contre-attaque dans la foulée. Je fais amener les avant-trains ainsi que les chevaux. La batterie a plusieurs blessés. Les jours suivants, plusieurs mines explosent. Vous attendez quoi mon capitaine? Qu'on soit tous crevés? L'état-major semble vouloir à tout prix reprendre Guirnaville. Attaque le 27, attaque le 30. Nous n'avons, au soir du 30, plus que 55 coups à tirer. Le sous-lieutenant Leblanc et le canonnier Dubois partent au poste de secours. Nous avons repoussé des attaques de Boche dans tout notre secteur, tous les mois de juin et de juillet. Ma batterie ne comptait plus que 2 canons, tu te rends compte? 2 canons. Ça pèse pas lourd face à ceux d'en face. Et ben crois-le ou pas, ils sont pas passés. Peut-être bien qu'ils ont eu peur ou qu'ils savaient que c'était nous du 61 qu'on était là. En tout cas maintenant c'est pépère. On attend de partir au repos, et même que le lieutenant de Margon il dit qu'on est resté 196 jours en ligne. Dis à la mère que moi ça va, qu'ici on s'en fait pas, que le rata est bon. Dis-y aussi qu'on a un nouveau colonel, le lieutenant-colonel Triquin de la Goutte qui s'appelle. C'est un monsieur quoi. Embrasse Lulu de ma part, j'y retourne avec les copains, à bientôt. Attends. Le 1er septembre, la batterie bivouaque au nord de Mourmelon-le-Grand, après avoir passé un mois au repos. La grande offensive de l'automne 1915 est menée en Champagne à l'initiative des Français. Le jour en est fixé au 25 septembre. Dès son arrivée, la 5e batterie se met à l'ouvrage en bâtissant 2 casemates accueillant chacune 4000 coups aux abords de la ville d'Auberive. Elle reçoit également l'ordre de régler ses pièces sur le fortin 414 et les tranchées qui l'entourent. Première pièce prête. Canonnier, feu.
Le 8, le commandant Ménétrier est tué par un éclat d'obus. On l'enterre le 10. L'aviation aide grandement à régler le tir sur des batteries ennemies. Où être les gars? Lakino. Présent. Eudes. Présent. Pas trop fatigué, toi? Allez, va. T'es trop bête. J'ai un coup de main. 21 septembre 1915. Cela fait maintenant 12 jours que les hommes creusent, fortifient et exécutent des tirs de réglage sur le fortin face à notre position. L'aviation a fait du bon travail, et j'ai pu reporter sur ma carte la quasi-totalité des emplacements de mitrailleuses ennemies. Les avant-trains nous amènent tous les jours des munitions, en vue de la grande offensive prévue pour demain. 22 septembre. Ordre est donné à toutes les batteries de bombarder copieusement nos secteurs. Je fais tirer mes pièces sur le fortin 414 et sur la côte 415. Personne ne mollit. Le bombardement dure toute la journée et se poursuit la nuit. Il ne va rien rester en face. Les Allemands ne ripostent quasiment pas. Nous poursuivons notre cadence tout le 23 et le 24. À minuit, un agent de liaison m'informe qu'il faut que je cesse le feu. Capitaine! Mon capitaine! Il faut cesser le feu! L'attaque de l'infanterie est imminente. 25 septembre. Le répit a été de courte durée. Nous devons impérativement détruire le réseau de barbelés face à nous afin de faciliter le passage des bifins. Les pièces ouvrent à nouveau le feu et labourent les positions adverses. La plupart des hommes sont sourds. Les sous-officiers doivent en secouer plus d'un pour faire cesser le feu. 9 heures. Nous entendons les sifflets des officiers, puis une clameur grandissante. Les poilus sortent des tranchées et se ruent sur l'ennemi. L'écho de la bataille nous parvient clairement et chaque homme guette en quête de renseignements sur le cours de la bataille. À 17h, le fortin 414 tient toujours. Nous n'avons aucun renseignement. La bataille va durer jusqu'au 28. L'infanterie occupe la première ligne allemande. Nous allongerons le tir. Mon cher René, toutes mes félicitations pour votre promotion au grade de capitaine. Votre départ précipité pour prendre le commandement de la 2e batterie ne nous a pas permis de le fêter dignement autour d'un verre. L'invitation est lancée. Nous fêterons du même coup votre excellente tenue au feu ce 25 septembre. J'ai appris par votre homme de liaison les nombreuses pertes que vous aviez subies et me joins à votre douleur et à celle de nos camarades. Signé Gaston-Émile Eugène Cunin. Le jeune capitaine René de Margon, polytechnicien, qui vient de prendre le commandement de la 2e batterie, s'est illustré lors de la journée du 25 et a eu des pertes conséquentes. La 2e batterie est citée à l'ordre de l'armée. Octobre 1915. Nous effectuons tous les jours des tirs de barrage sur les bois 39 et 372. Le 2 octobre, nous percevons des obus asphyxiants en prévision de l'attaque qui aura lieu le 6. À cet effet, je pars avec le capitaine Guillaumet du 3e groupe pour reconnaître les positions à arroser. Les gars, vous venez? Ouais, une seconde. Le capitaine est touché. Un obus a explosé. Le capitaine Cunin s'écroule. Il est ramené à l'arrière par ses hommes. On le pense, il est évacué dans la journée. Le 6 octobre, les 2e positions ennemies sont attaquées et conquises également. Le 15 octobre, les Allemands ripostent pour reprendre l'ascendant. Le front se stabilise alors. Le régiment reste en Champagne jusqu'au 29 décembre 1915. La seconde bataille de Champagne a fait 28 000 tués, 54 000 prisonniers disparus du côté français. Le front a progressé de 3 à 4 km, mais la rupture n'a pas été réalisée.